Salut et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussite en IFSI et je t'emmène toutes les 2 semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière. Alors bonjour Katharina, bienvenue dans le podcast. Bonsoir Clément, merci à toi de m'avoir invité. Alors je suis très content parce qu'aujourd'hui on va faire un épisode qui change un petit peu du quotidien. On va parler de ton quotidien d'infirmière militaire. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu quel âge tu as et depuis quand tu exerces ? Alors du coup moi c'est Katharina, j'ai bientôt 30 ans et du coup j'exerce depuis mon année de diplôme en 2014, donc ça va faire 8 ans. Alors c'est un peu la question que tout le monde se pose aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de demandes vis-à-vis de ça. C'est quoi être infirmière militaire ? Être infirmière militaire, c'est plusieurs choses. Du coup, c'est avoir la possibilité d'exercer soit en antenne médicale, soit en hôpital militaire. Et du coup, d'être là pour la population militaire et être là pour leurs besoins. Et alors du coup, est-ce que tu as un cursus particulier ? Est-ce que tu as une formation particulière ? Comment ça se passe si un étudiant, par exemple, aimerait devenir infirmier militaire ou infirmière militaire ? Alors du coup, il a deux possibilités. Soit du coup, il fait son école via le PPA, donc c'est l'école de santé des armées, ou sinon il fait son école dans le civil et à la suite de son diplôme, il s'engage et il rejoint du coup le corps des MITA. C'est quoi exactement les MITA du coup ? Donc les MITA, c'est les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées. C'est notre corps d'appartenance. D'accord. Et toi, c'est ce que t'es à l'heure actuelle ? Oui, c'est ça. Donc toi, t'as fait une école dans le civil ou t'as fait une école militaire du coup ? Alors moi, par choix, j'ai fait mon école dans le civil parce que du coup, je m'étais renseignée et à mon époque, quand on faisait le PPA, à la fin, on travaillait obligatoirement en antenne médicale en premier poste et c'était pas du tout ce que je voulais. Je voulais vraiment travailler en hôpital. Donc du coup, je me suis renseignée et on m'a dit que je pouvais m'engager après mon diplôme. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon école dans le civil. Je me suis fait pré-recruter 3-4 mois avant mon diplôme. Et à la suite de mon diplôme, du coup, j'ai commencé à travailler en tant que MITA. Et là, tu parlais d'antenne médicale et d'hôpitaux militaires, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu du coup ce que c'est la différence par exemple ? Alors du coup, les antennes médicales, elles se situent en régiment, donc c'est vraiment en intérieur, si je puis dire, proche du militaire propre. Et les hôpitaux militaires, du coup, ils sont 8 en France. Et ça correspond alors en soi comme des hôpitaux civils, c'est le même principe, sauf que du coup, nous, on va privilégier la prise en charge des militaires, de leur famille. Et voilà, il y aura juste des spécialités qu'on n'aura pas. Dans l'armée, on ne fait pas de gynécologie, de pédiatrie, de gériatrie. On n'a pas d'unité de ces spécialités-là et de néphrologie. Donc toi, aujourd'hui, t'exerces dans un hôpital militaire, c'est ça ? Oui. Mais tu es en France pour l'instant. Oui, c'est ça. Comment ça se passe du coup est-ce que tu peux être amené à partir du coup à l'étranger en mission ? Comment ça se passe un petit peu tout ça ? Oui, déjà, faut savoir qu'on peut tout aussi bien demander aussi une mutation. Si par exemple on n'a plus l'envie ou on a envie de voir d'autres choses, de découvrir un autre univers, on peut demander une mutation en antenne médicale. Donc ça, on peut le faire tous les ans. Et effectivement, oui, on peut, même en travaillant en hôpital, en HIA, on peut demander à partir en mission. De base, on est volontaire OPEX, donc les opérations extérieures. On est militaire. On est militaire avant d'être infirmier. Ça, c'est important. Être infirmier, c'est notre spécialité. Et du coup, on peut partir à tout moment en mission. C'est vrai que quand on travaille en hôpital, on part moins qu'en antenne médicale. Ça, c'est un fait, mais il faut savoir que on peut quand même partir en mission. Ça t'est déjà arrivé toi de partir en mission du coup ? Oui, je suis partie en mission en 2019. C'était ce qu'on appelle une MCD, une mission de courte durée. C'était divisé en 2 parties, donc 2 mois à la Réunion en antenne médicale et quasiment 2 mois en poste isolé, donc sur une île à 5 heures de Casa, donc c'est un avion militaire. Où du coup on était au total 17 militaires, pas de civils, pas de réseau, rien. Et du coup pendant ces 2 mois j'étais seule infirmière, j'avais pas de médecin ni d'aide-soignant avec moi et mon rôle était du coup d'être là au cas où qu'un militaire se blesse ou ait besoin de moi. Comment ça s'est passé du coup un petit peu cette période ?
Bah ça s'est très bien passé. J'avoue, j'avais un peu peur parce que partir sans médecin, on nous dit pas de réseau, juste téléphone satellitaire en cas d'urgence. Si besoin de rapatrier un militaire, on nous dit bah il faut au minimum attendre entre 7 et 8 heures. Ça peut faire peur, mais au final ça s'est très bien passé et le stress sur place, on l'a pas tant que ça. Il y a un point qu'on n'a pas abordé. Du coup, toi, tu disais, alors que si tu me dis si je me trompe à chaque fois, hein, mais il y a deux solutions. C'est soit on rentre directement dans l'école d'infirmier militaire, c'est ça, soit on fait une formation dans le civil pour ensuite s'engager, comme toi, ce que tu as fait. Oui, c'est ça. Est-ce que comment ça se passe? Parce que du coup, vu que tu n'as pas de formation militaire, comment ça se passe après pour rentrer dans l'armée? Est-ce que tu as une formation en plus? Est-ce que ça dure un certain temps? Comment ça se passe tout ça? Alors du coup, quand on passe par le civil, oui, on a une période probatoire de 6 mois où du coup on va valider c'est des certificats d'aptitude technique, donc ce qu'on va appeler l'UV1 et l'UV2. En soi, l'UV1 c'est la FMI, donc c'est la formation militaire initiale. C'est une formation que tout militaire passe, quelle que soit sa spécialité. Donc nous, en tant que personnel qui venons du civil, donc elle dure 1 mois. Pour l'instant, elle est à Rochefort, à l'école de sous-officiers de gendarmerie. Et pendant ces 1 mois, du coup, on va nous apprendre toute la réglementation militaire, donc à marcher au pas, ce que je vais appeler le b.a.-ba, apprendre à faire son lit au carré, apprendre à saluer, les grades, enfin vraiment le b.a.-ba militaire. On va nous apprendre aussi la hiérarchie, comment on écrit, comment on fait des demandes par voie hiérarchique. Dans l'armée, c'est quelque chose de très spécifique. On va nous apprendre tout ça. On va nous apprendre à tirer aussi. On va également faire une marche, un bivouac. On va nous apprendre à être militaire en soi. C'est une formation qui est beaucoup plus dense parce qu'elle dure beaucoup moins longtemps que quand on fait l'école dans l'armée, avec l'armée, mais elle est quand même très instructive. Et du coup, l'autre unité à valider, donc c'est sur le restant des 5 mois qui restent, hein, vu qu'on a la période probatoire et de 6 mois, donc ça va être notre travail fait dans notre service d'affectation en hôpital. Comment ça se passe du coup admettons, tu décides de t'engager, du coup tu vas travailler en hôpital militaire, c'est ton cas. Comment ça se passe? Tu peux choisir un service spécifique ou tu es affecté forcément dans un service? Est-ce que tu peux choisir la ville dans laquelle tu travailles? Alors, tu peux choisir l'hôpital dans lequel tu veux être affecté. Moi, ce que je conseille, c'est directement envoyer sa lettre de motivation et son CV au directeur des soins où on souhaiterait être affecté. Et ensuite, si notre dossier est accepté, oui, ils vont demander 3 services où on souhaiterait être affecté. Et de mémoire, c'était un service où vraiment on ne souhaitait pas aller. Et généralement, ils respectent. Si c'est pas indiscret, du coup, toi, t'exerces dans quel type de service aujourd'hui? Alors moi, je suis aux urgences depuis 4 ans. Et avant, t'exerçais ailleurs? J'ai fait 4 ans en chirurgie. Toujours dans le militaire? T'as toujours été dans le militaire? Oui, j'ai toujours été dans le militaire. Et t'es parti entre les deux, du coup, pour ton opération? Je suis partie quasiment 1 an après mon arrivée aux urgences. Une question qui me vient en tête, si jamais on a des étudiants qui nous écoutent et qui aimeraient devenir infirmier ou infirmière militaire, est-ce que tu as un conseil? Parce que tu disais que toi, t'étais pas forcément passé par l'école militaire directement. C'est quoi les avantages et les inconvénients du coup de passer par cette école qui est vraiment spécialisée pour devenir infirmier militaire ou d'aller dans le civil, de faire un IFSI comme tout le monde, j'ai envie de dire, et après de se spécialiser dans l'armée? Pas vraiment d'avantages ou d'inconvénients. On va dire que c'est vrai que quand on passe par l'école militaire, on va avoir des cours en plus sur la prise en charge militaire. Ça, par rapport au civil, c'est vrai que l'armée l'apporte. Ils vont avoir des classes, donc une formation militaire un peu plus longue. Donc si vraiment on recherche le côté militaire, c'est vrai qu'il vaut mieux privilégier de faire le PPA, donc l'IFSI militaire, enfin l'école militaire. Après, faut savoir que c'est pas parce que on passe par un diplôme civil qu'on sera forcément un moins bon infirmier militaire. Il n'y a pas une notion comme quoi si on étudie, enfin en tout cas si on passe par l'école
des infirmiers militaires, enfin, je me comprends, si on passe par l'école spécialisée pour devenir infirmier militaire, on part pas en opération plus facilement? Alors si, en fait, quand on passe par la case civile, on intègre obligatoirement un hôpital d'instruction des armées, un HIA, en premier poste. Et c'est vrai qu'en HIA, on part beaucoup moins que quand on est en antenne médicale. Donc c'est pour ça que on a tendance à dire que quand on vient du civil, on part moins que quand on a fait le PPA. C'est parce que du coup, en antenne médicale, là où vont généralement les élèves qui sont issus de l'EPPA, enfin les infirmiers qui sont issus de l'EPPA, c'est pour ça qu'ils partent plus. Parce qu'en antenne médicale, ils partent une fois, voire une fois et demie par an, quoi. Enfin, une fois tous les ans ou une fois tous les 1 an et demi. C'est quoi qui, toi, qui t'a donné envie de devenir infirmière militaire, par exemple? Alors moi, j'ai toujours voulu rentrer dans l'armée. Alors là-bas, c'était pas en tant qu'infirmière, c'était en tant que maître chien, bizarrement. Et puis au final, la vie a fait que j'ai découvert le métier d'infirmière et j'ai voulu allier les deux, redonner aussi ce qu'on m'a apporté. Et du coup, j'ai aussi, de par mon grand-père, cette fibre un peu militaire, l'envie de servir mon pays. J'aime aussi le fait que ça soit carré. Alors je dis pas que dans le civil c'est pas carré, mais on va dire que c'est pas le même style. Donc c'était un peu tout ça que j'appréciais, le fait qu'il y ait une hiérarchie, et puis la fierté de porter l'uniforme aussi. Je me permets de rajouter une petite question qui est intéressante. Je pense que en tout cas comme je disais tout à l'heure, j'ai reçu beaucoup de demandes de personnes qui peuvent s'intéresser à ça, en tout cas, qui ont envie de découvrir via cet épisode ce que c'est un petit peu ton quotidien d'être infirmière militaire. Et j'ai envie d'aborder le fait que tu sois une femme. Je sais que en général les femmes sont sous-représentées dans l'armée. Ça fait quoi du coup d'être une femme militaire? Enfin en tout cas une infirmière militaire. Alors c'est vrai que dans l'armée, les femmes sont pas majoritairement présentes. Après, il faut savoir que dans le SSA, donc Service Santé des Armées, c'est totalement l'inverse. On est du coup les spécialités où du coup les femmes sont le plus majoritaires par rapport aux hommes. Bon, j'ai plus le pourcentage en tête, mais clairement il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc en soi, ben c'est pas gênant. Et puis après, de toute façon, même quand on part en mission, pour le coup, quand on part en mission, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Après, en soi, on est militaire avant tout d'être soit un homme, soit une femme. Et il suffit juste de faire ses preuves. Si tu fais tes preuves, ça se passe bien. En tout cas, toi, ça s'est toujours bien passé, tu l'as toujours bien vécu? Ah oui, moi, dans ma mission, quand je suis partie en mission, j'étais la seule femme. Et au final, ça s'est très très bien passé. J'ai eu aucun problème. Une chose qu'on n'a pas abordée, je pense que l'armée, c'est quelque chose qui est assez physique. Par exemple, s'il y a des gens qui sont intéressés pour devenir infirmière ou infirmier militaire, est-ce qu'il y a des requis physiqiques? Alors oui, faut avoir un minimum de conditions physiques. Chaque année, normalement, on est censé passer ce qu'on appelle les CCPM. Les CCPM, c'est des tests physiques chaque année. Donc, il y a de la course, il y a des tractions, des pompes, il y a de la natation aussi. Et du coup, on est noté. Et le but, c'est d'avoir le maximum sur 20. Pour répondre à ta question, du coup, oui, on doit avoir un minimum de tenue physique à avoir. Parce que quand on part en mission, concrètement, c'est pas à ce moment-là qu'on doit découvrir qu'on n'arrive pas à courir, quoi, par exemple. Ou qu'on n'arrive pas à porter notre sac, plus tout notre matos infirmier. C'est peut-être un petit peu indiscret, mais c'était dur ta formation militaire. Enfin, comment tu l'as vécu? Ça a été physique, ça a été dur. Est-ce que il a fallu que tu te dépasses quand même, ou est-ce que de toute façon t'avais l'envie? Alors moi j'avais l'envie, c'était quelque chose que j'attendais mine de rien. Après c'est vrai qu'elle n'a pas été de tout repos parce qu'on a quand même été réveillés par exemple à 2 heures, 4 heures du matin. Pour faire des fois des exercices sportifs, faire du brancardage, mais bon après ça fait partie clairement de la formation et le fait d'être militaire. Hein. Ils nous font ça pour qu'on se prépare aussi quand on part en mission à être prêt à tout moment malgré l'heure. Donc en soi non, c'est vrai que la formation, faut quand même se dépasser un minimum, donner tout ce qu'on a, voire plus. En soi c'est faisable, il suffit juste de s'entraîner et tout est possible. Comment ça se passe si aujourd'hui on a des personnes qui nous écoutent qui sont
déjà diplômés et qui aimeraient se rediriger vers l'armée, c'est toujours faisable? Il y a un âge? Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a un âge, c'est 32 ans de mémoire pour pouvoir prétendre à l'engagement MITA. Après, il faut aussi, au niveau médical, ne pas avoir d'antécédents compliqués, tout ce qui va être épilepsie, ce genre de pathologie, diabète. Clairement, malheureusement, c'est des pathologies qui seront réfutées, on ne pourra pas s'engager. Ce qui peut se comprendre quand on part en mission. Mais sinon non, si on a moins de 32 ans, qu'on est nationalité française, qu'on a sa journée d'appel à jour et un casier vierge, on peut demander à intégrer le corps des MITA. Il n'y a pas de concours particulier pour rentrer, du coup, une fois que les personnes sont diplômées? Non, quand on est diplômé, il n'y a pas de concours, c'est un recrutement au dossier et après ça va se faire lors de notre période probatoire quand on doit valider notre formation militaire initiale, la FMI, et du coup notre période probatoire professionnelle quand on sera dans notre service. Si on sera noté, donc ces deux parties sont notées et si du coup on n'obtient pas une bonne note, si je puis dire, soit notre période probatoire est reprise, donc on refait encore 6 mois de période probatoire pour avoir une deuxième chance, soit du coup ils nous disent que ça va pas être possible, mais généralement. Quand tu dis que tu refais les 6 mois, ça veut dire que tu te refais la formation d'un mois aussi au départ? Alors tout dépend si tu l'as validé ou pas. Si tu l'as validé et que c'est juste dans le service qu'il y a eu un problème, tu refais pas ta formation. Si tu n'as pas validé ta formation militaire initiale, oui, tu peux la refaire. Soit complètement, soit une partie. Parce qu'à la fin de la formation militaire initiale, tu as quand même des cours, des contrôles sur tout ce qu'on t'a appris pendant cette période. Donc du coup pareil, chaque unité d'enseignement est notée sur 20 de mémoire et du coup il faut que tu aies la moyenne à chaque partie. Est-ce que du coup quand tu rejoins l'armée, tu dois t'engager pour une certaine durée? Je sais que j'avais entendu parler de 5 ans, 10 ans, comment ça se passe? Oui, alors du coup le premier contrat de mémoire, à moins que c'est échangé, c'est 3 ans. Et ensuite tu peux reprendre des contrats entre 1 et 5 ans. Donc c'est toi qui décides. Mais oui, t'as quand même au départ un certain nombre d'années. Et ensuite, du coup, donc là, c'est des carrières courtes, ce qu'on va dire. Après, on peut faire une carrière longue. Et au bout d'un certain nombre d'années, on peut demander à passer 2 carrières. Et du coup, tu n'as plus de contrat à signer. C'est comme si tu étais en CDI dans le civil. Qu'est-ce qui, toi, ferait que tu aies envie de conseiller aux gens, par exemple, en tout cas si tu pouvais les conseiller, de rejoindre le corps des armées, en tout cas? Les personnes qui ont envie du coup de partir en mission, qui ont envie de travailler et d'être présentes pour les militaires, je pense que du coup c'est une spécialité qui est faite pour eux. Tu penses que c'est une vocation ou tu penses que ça peut le devenir? Ah non, je pense que clairement c'est une vocation. Déjà pour être infirmier c'est une vocation, mais pour être infirmier militaire c'est encore plus une vocation. C'est beaucoup plus, enfin oui, c'est vraiment une vocation. Si on n'a pas la fibre militaire, clairement ça sert à rien de rentrer dans l'armée, autant rester dans le civil. C'est vrai que c'est un domaine qui est assez particulier. Oui, si on n'arrive pas à se dire qu'on va respecter la hiérarchie avec les ordres qu'on reçoit, qu'on est toujours dans le pas dans le Delta Force, mais toujours Dans la contestation? dans la contestation, voilà, ça sert à rien de rentrer dans l'armée. Un point qu'on n'a pas abordé, c'est vrai que je compte consacrer une série spécialisée aux spécialisations, justement, infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire. Mais par exemple, si tu es infirmière militaire, est-ce qu'aujourd'hui tu peux te spécialiser dans le militaire? Par exemple, devenir cadre, devenir infirmière de bloc opératoire? Oui, tout à fait. On a les mêmes spécialisations que dans le civil. On a des IBOD, des IAD, on a des cadres de santé, des cadres supérieurs de santé. Notre directeur de soins est un ancien infirmier. Donc, on peut tout à fait se spécialiser et monter en grade, comme on dit chez nous.
Pour clore un petit peu ce podcast, est-ce que tu as du coup enfin des conseils, par exemple si on a des auditeurs qui ont envie de devenir infirmier ou infirmière militaire, c'est quoi les conseils que tu pourrais leur donner là aujourd'hui? Alors moi, ce que je donne comme conseil, ce que j'ai toujours donné comme conseil, c'est de se lancer tout simplement. Moi j'ai beaucoup pareil de personnes qui m'envoient des messages en me disant j'ose pas, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. En fait, tant que vous n'avez pas essayé, vous pouvez pas savoir. Donc donnez-vous les moyens. Travaillez, mettez-vous au sport vraiment bien et lancez-vous et au pire vous échouez et vous recommencez. Un échec n'est en rien une fatalité et au mieux vous réussissez, donc en soi c'est que du bonus. Eh bien je te remercie du coup. De rien. Pour parler un petit peu de ce que tu fais, si jamais ça vous intéresse de suivre ton quotidien, en tout cas, tu as un compte Instagram qui s'appelle IDE-MITA, M-I-T-H-A, et tu partages ton quotidien d'infirmière militaire. C'est ça. Donc voilà, si ça peut intéresser les auditeurs, en tout cas de suivre et à voir ce que tu fais, et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. En tout cas, merci beaucoup Katharina pour ta présence et pour répondre à toutes mes questions. De rien. Je te souhaite une très bonne journée. Merci à toi aussi. Si t'es encore là, c'est probablement que le podcast t'a plu. Alors n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire, ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis à la prochaine.